Je suis très heureux d'être là parmi vous. J'étais très, très content quand je suis venu pour vous parler de la Libye, même si les choses in fine ne se sont pas passées comme nous l'avions exposé à l'époque et nous l'avions prévu à l'époque. Mais je suis heureux de venir vous parler de la Méditerranée orientale. Lorsqu'avec Paul, nous avons choisi ce thème pour cette conférence, au mois de septembre, au mois de septembre, nous n'imaginions pas que nous allons être percutés par la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas. C'est pour ça que la conférence qui devait avoir lieu au mois d'octobre a été décalée au mois de février. Et vous voyez que cette guerre dure toujours, alors que certains nous indiquaient que ça prendrait quelques semaines. Vous parlez de la Méditerranée orientale, c'est d'abord commencer par l'histoire, parce que l'histoire éclaire toujours le présent et l'avenir, et que savoir d'où l'on vient aide à comprendre parfois et souvent où l'on va. Donc, je vais commencer par l'Antiquité, et je vais m'asseoir si ça ne vous dérange pas. Vous m'entendez au fond? Parce que sans micro, ce n'est pas évident. Voilà. Alors la Méditerranée, comme vous le savez tous, c'est le berceau de la civilisation occidentale, avec ses trois grandes religions monothéistes. Elle a été la naissance de nombreuses civilisations moyen-orientales, européennes, africaines et asiatiques. Égyptiens, Mésopotamiens, Hébreux, Hittites, Grecs, Phéniciens, la constituent plus et après viennent les empires. Athènes, avec la Grèce, Rome, enfin Carthage et Rome. Voilà, vous avez la carte qui permet de voir. Alors Rome, l'Empire romain, va être le seul empire qui a réussi à, dans l'intégralité du bassin méditerranéen, à l'unifier au service d'une seule entité politique. C'est la seule expérience vécue d'empire dans cette zone géographique. Dans le bassin oriental, l'Empire byzantin se trouve dès le 7e siècle confronté au califat arabo-musulman. En 1204, avec les croisades des Francs et le pillage de Constantinople, cet empire s'effondre. En 1453, la ville assiégée, Constantinople, par les Turcs devient Istanbul, qui sera la capitale de l'Empire ottoman. Pendant plusieurs siècles, cette partie de la Méditerranée tombera en déclin du fait de la découverte des Amériques et du fait du contournement de l'Afrique par la route des Indes. Dès 1869, le percement du canal de Suez va permettre à la mer orientale de reprendre l'ascendant sur le commerce entre l'Europe et l'Asie. L'Empire va être dépecé au profit du couple franco-anglais en 1916, durant la Première Guerre mondiale, et avec les accords anglo-français, Sykes-Picot, qui vont donc complètement redistribuer la carte de cette zone géographique. En effet, la Jordanie, la Palestine sous mandat anglais, et la Jordanie, la Turquie, le Liban, l'Irak et la Syrie sous mandat français. Sachant que pour la Palestine, le mandat anglais se terminera en 1948 et pour les mandats français, ils se termineront en 1946. Et la Russie aura aussi l'Arménie de l'Ouest et l'Italie, l'Anatolie du Sud. Alors, comme vous le savez, l'État d'Israël est créé en 1948. Il était passé sous mandat de l'ONU. Et donc, une décision de l'ONU en 1947, en novembre 1947, décide la création de l'État d'Israël. En fait, on crée l'État d'Israël avec 14 000 km² et l'État et la Palestine avec 25 000 km². Alors, quand on parle de cette zone, on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler de la guerre contre le terrorisme. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, depuis en gros les attentats du 11 septembre, nous vivons, l'Occident, dans une guerre contre le terrorisme. Et donc on ne peut pas comprendre ni ce qui se passe actuellement, ni l'évolution de cette contrée géographique sans prendre en compte la lutte contre le terrorisme.
Après les attaques du 11 septembre 2001, les États-Unis lancent la guerre contre le terrorisme, qui allait avoir de lourdes conséquences sur la suite des événements. Al-Qaïda et son chef Oussama Ben Laden sont identifiés comme les commanditeurs des attentats. Réfugiés et protégés par les talibans en Afghanistan, lesquels talibans se sont emparés de Kaboul en 1996, dirigés par le Mollah Omar, ils font face à l'Alliance du Nord, dont la figure emblématique est le commandant Massoud, lequel commandant Massoud représente la tribu des Pachtuns, et lequel commandant Massoud sera tué dans un attentat commis par 2 Algériens venus l'interviewer, et la mort du commandant Massoud est le prélude, 48 heures après, aux attentats contre les tours en septembre. Donc cet attentat et cette mort de Massoud était le signal d'une série d'attentats, puisque quand on parle du 11 septembre, on vous parle toujours des Twin Towers, mais on oublie qu'il y a eu un avion qui s'est écrasé sur une aile du Pentagone, un autre avion qui s'est écrasé dans un champ parce que les passagers se sont révoltés contre les terroristes qui détournaient l'avion, mais un peu tardivement. Et donc, alors, après la sidération des attentats, commence la vengeance programmée par Bush, donc qui prépare une opération militaire d'envergure. Al-Qaïda doit être liquidé, mais aussi tous les groupes terroristes. C'est le Congrès américain qui le décide, et la coalition s'organise avec même la Chine, la Russie, Cuba, l'Iran, qui n'envoie pas de troupes bien sûr, mais qui participe à la lutte contre le terrorisme autour des Américains. Donc c'est devenu une lutte mondiale. C'est l'opération Liberté immuable contre l'Afghanistan et les talibans. L'alliance originale de l'aviation américaine, puisqu'il n'y avait pas d'envoi de troupes, avec l'alliance du Nord, c'est-à-dire les missiles américains avec les cavaliers afghans contre les talibans, permettent très rapidement de prendre Kaboul en novembre, et donc de la même année des attentats. Donc Kaboul tombe, et Ben Laden et ses hommes se réfugient dans une montagne qui est à la limite du Pakistan, qui s'appelle Tora Bora, et les Américains vont bombarder avec leur B-52 cette montagne. Ils vont même utiliser à l'époque la bombe la plus puissante au monde en dehors de l'arme nucléaire, une bombe de 5 tonnes qu'on appelait la Blue 82, qui fissure, elle est tellement puissante qu'elle casse la montagne en deux. Elle casse la montagne en deux, mais Ben Laden réussit à s'échapper avec ses principaux lieutenants, et il se réfugiera au Soudan. Voilà. Et donc cette guerre qui a commencé n'a pas permis de tuer Ben Laden, puisque comme vous le savez, il sera tué par un commando américain un peu plus tard, le 1er mai 2011. Le 1er mai 2011, donc dans les zones tribales du Pakistan, un commando américain liquide Ben Laden. Mais la mort de Ben Laden n'empêche pas Al-Qaïda de se développer, et Al-Qaïda va se développer en Syrie et en Irak. Et en Syrie et en Irak, au bout de 3-4 années de combat, malgré la présence de forces kurdes, malgré l'armée syrienne, et au moment des printemps arabes, Al-Qaïda va réussir à implanter, devenu État islamique, l'EI, va réussir à implanter un califat avec Baghdadi comme calife, mais qui va être sur un territoire immense, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Et c'est la première fois où les Occidentaux sont confrontés, dans leur guerre contre le terrorisme, à un califat dans lequel vous avez non seulement des milliers de kilomètres carrés, mais vous avez aussi
des millions de personnes qui vivent. Et donc, à partir de ce moment-là, les Américains, au début, comme on est confronté aux révolutions arabes, qui vont jouer un rôle important. Rappelez-vous les printemps arabes, hein, ça commence avec la Tunisie, l'Égypte et la Syrie de Bachar el-Assad. Et les printemps arabes en Syrie a pour conséquence que les rebelles qui combattent le régime de Bachar el-Assad sont soutenus par la Turquie, membre de l'OTAN, et ils mettent tellement en difficulté le régime qu'à un moment donné, les Américains qui, constatant que Bachar el-Assad utilise des produits chimiques dans sa lutte contre les rebelles, Obama, alors que la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne le pressent d'intervenir militairement pour faire tomber le dictateur, Obama s'y refuse. Alors on peut penser qu'il n'a pas eu tort, parce que si Damas était tombé à ce moment-là, probablement que le califat qui existait déjà se serait étendu jusqu'à Damas, en dehors de présence militaire au sol de troupes occidentales. Et la France avait fait pression pour qu'on fasse la guerre, et les Américains s'y sont refusés, et à ce moment-là, entre en jeu, ça va avoir une importance capitale, parce qu'à ce moment-là, entre en jeu la Russie. La Russie vient prendre la place des Américains et des Occidentaux pour soutenir Bachar el-Assad contre les rebelles et contre l'État islamique. Alors, après, il va y avoir tout un méli-mélo avec les Kurdes et avec les Turcs. Les Turcs combattant les rebelles et les Kurdes, lesquels Kurdes sont alliés des Russes pour vaincre l'État islamique. Les Russes viennent soutenir Bachar el-Assad et combattre l'État islamique. Et en 1 an et demi, 2 ans, la place est nettoyée, comme on dit, et le régime de Bachar el-Assad perdure, bien sûr. Comme tous les régimes qui étaient tombés dans la vague des printemps arabes, ils ont tous été remplacés par des autocrates. La Tunisie, Ben Ali s'en va. On a aujourd'hui un juriste, et non des moindres, dans le monde arabe, qui préside le pays et qui est en train d'installer une dictature. En Égypte, les frères musulmans font tomber Moubarak, et aujourd'hui vous avez le maréchal Sissi, qui combat fermement les frères musulmans d'ailleurs, mais qui a instauré une dictature militaire. Et la Libye, comme si les 2 printemps arabes et le 3e avec la Syrie ne suffisaient pas, la France a l'idée, avec la Grande-Bretagne, de faire une guerre en Libye, en se disant que c'est le maillon faible des pays arabes, puisqu'il n'y a pas une grande armée, etc., et qu'on va régler cette affaire-là en quelques jours, et donc décide de lancer sous mandat de l'ONU qui prévoyait d'intervenir uniquement pour protéger les populations civiles de Benghazi, et qui se transforme en guerre totale, avec comme objectif la liquidation de Kadhafi. Nous n'arrêtons pas de payer cette guerre, puisqu'elle a entraîné la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, elle a entraîné la guerre au Sahel, donc l'opération Berkane, et elle nous a coûté déjà 52 soldats, et pourquoi? Pour rien, puisque la Libye vit dans le chaos, et d'ailleurs la Libye dans le chaos, aujourd'hui, avec la Cyrénaïque gouvernée par Haftar et Tripoli gouvernée par les islamistes, font que le bilan de ces printemps arabes, qui ont provoqué partout le chaos, le bilan, c'est que la démocratisation que souhaitaient les Occidentaux dans ces révolutions arabes a été un échec total. Il n'y a pas eu de démocratisation. Bon. Et c'est un trait culturel et un trait civilisationnel à prendre en compte, à savoir que quand l'Occident fait des guerres, il veut toujours exporter son modèle. Son modèle, c'est la démocratie, avec les libertés, avec le droit des femmes, avec tout ce qui n'existe pas dans le monde arabe. Et, du moins dans les 3/4 des pays du monde arabe. Et cette politique d'exportation a totalement échoué, puisque nous n'avons pas pris en compte les traditions, l'histoire de ces pays, et qui font que ça marche ou ça ne marche pas. En l'occurrence, ça n'a pas marché. Donc le terrorisme a continué. Les printemps arabes
au contraire, ont même permis à l'État islamique de se développer encore plus vite, etc. Et donc, on finit par constater que cette guerre contre le terrorisme a nourri l'islamisme radical, au lieu de la réduire physiquement, hein, parce qu'on a tué beaucoup de gens, mais il n'a pas arrêté de se développer. Et il s'est développé où? Sur l'Afrique. Il est parti en Afrique, au Sahel, et pas seulement au Sahel, au Nigeria avec Boko Haram. Et donc, on voit que la stratégie américaine et la stratégie occidentale sont un échec total, mais qu'on continue à ne pas vouloir les prendre en compte. Alors, quand on a parlé de lutte contre le terrorisme, il faut parler aussi du problème central de cette région, qui est Israël et la Palestine. Et donc, je vous remémore les guerres israélo-arabes, hein, la guerre d'indépendance en 1948, hein, qui fonde l'État d'Israël au-delà du mandat de l'ONU, et qui engendre après l'opération de 1956, le canal de Suez, où les Français et la Grande-Bretagne, devant la volonté de nationalisation du canal par Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte, décide une intervention militaire. Israël se joint à cette opération, on prend le contrôle du canal de Suez, les Américains ne sont pas contents et les Russes menacent d'une intervention militaire si on ne se retire pas. Sous pression américaine, les Anglais d'abord et les Français ensuite décident de se retirer. Sachant que le canal de Suez était quand même l'axe stratégique principal, hein, il avait été construit pour permettre le commerce entre l'Asie, le flux maritime entre l'Asie et l'Europe, et notamment la Méditerranée, et il avait donc un enjeu stratégique essentiel. Ensuite, vous avez la guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, la guerre du Liban en 2000 avec les massacres de Sabra et Shatila, commis par les phalanges de Gemayel, les phalanges chrétiennes, les camps de réfugiés palestiniens. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec le conflit dont on va parler de Gaza. Et tout cela fait que les populations arabes, de tous les pays arabes, deviennent de plus en plus anti-occidentales, deviennent de plus en plus islamistes, et donc on croyait retourner les opinions publiques arabes, les mettre de notre côté, et on s'aperçoit que nous sommes confrontés à l'inverse. Alors, face à ça, que se passe-t-il? Il y a l'Union européenne qui, pendant 30 ans, avait essayé d'avoir une politique méditerranéenne, et brusquement, elle décide, elle prend une initiative, l'Union pour la Méditerranée, l'UPM. C'est d'abord l'Espagne et l'Italie qui lancent une première conférence pour la sécurité et la coopération en Méditerranée. Elle est suivie ensuite par l'Union européenne et la Commission européenne en 1994 par une politique ambitieuse où on essaye de développer, au-delà de la conférence de Barcelone, une communauté de destin entre l'Union européenne et les pays riverains. Alors, cette politique-là s'effiloche au fil des ans, elle disparaît complètement de l'agenda européen à cause des conflits, à cause des conflits entre les pays et des conflits entre les pays et l'Occident. Et on en arrive donc à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez quoi? Aujourd'hui, vous avez des enjeux. Cette zone représente des enjeux militaires, des enjeux économiques, des enjeux migratoires et des enjeux climatiques. Les enjeux militaires. La Méditerranée est devenue un terrain de confrontation des grandes puissances et de puissances régionales. Donc il y a un double effet, un double ciseau. Et alors quand on dit les grandes puissances, c'est bien sûr les États-Unis, qui avaient toujours un rôle avec leur flotte, la flotte américaine dans le bassin méditerranéen, la Chine, pour qui, à travers les routes de la soie, la route de la mer Rouge à l'Atlantique en passant par la Méditerranée est essentielle, et la Russie. La Russie qui a toujours eu des positions. Tout le monde oublie que
à un moment donné, lorsqu'il y a eu les indépendances en Afrique, la Russie, pas la Russie, l'Union soviétique était très présente. Et beaucoup de régimes étaient affiliés à l'Union soviétique. Vous avez encore en Afrique, à Cotonou, à Lomé, à Dakar, des places Lénine, des choses comme ça, parce qu'il y avait une présence à travers le communisme, une présence très forte de l'Union soviétique en Afrique. Et donc, la Russie de M. Poutine décide aussi de s'investir en Méditerranée, au-delà de la mer d'Azov et de la mer Noire, et du détroit du Bosphore, contrôlé par les Turcs. Donc, elle décide d'être très présente. Et donc, de nous donner le pion. La guerre en Ukraine n'arrange pas les choses, puisque, du fait de la guerre en Ukraine, la Russie décide d'ouvrir un front méditerranéen. Et en plus, elle a été bien servie par la guerre Gaza-Palestine, qui vient encore élargir le champ des guerres, des conflits, et de l'affrontement russo-américain et chino-américain. Alors, en dehors des grandes puissances, les puissances régionales, vous avez la Turquie, qui a un rôle de double jeu permanent, puisqu'elle est membre de l'OTAN, mais elle joue aussi contre l'OTAN. La Turquie, qui est très proche des fréristes, des frères musulmans, et qui veut que tous les pays du bassin méditerranéen tombent sous leur coupe, la Turquie donc joue un double jeu. Elle joue un double jeu en Syrie, comme je l'ai exposé précédemment, et elle joue un double jeu en Libye. La Libye, il faut que vous ayez à l'esprit que récemment, en 2000, quand Haftar, le maréchal Haftar, qui contrôle Benghazi, se lance à l'assaut de Tripoli pour liquider les islamistes, la Turquie intervient. Au nez à la barbe des Européens et des Américains, la Turquie achemine par avion des milliers de soldats, de miliciens islamistes qui combattaient pour elle en Syrie. Elle les expatrie sur la Libye. Et par convoi de bateaux, de cargos, elle emmène des blindés, elle emmène des chars, elle emmène du matériel roulant en quantité. Et à tel point qu'à un moment donné, une frégate française tente de mettre fin à ce trafic militaire, et il se passe un incident important au large des côtes libyennes entre cette frégate française et la marine turque, puisque, comme on dit en langage maritime, la frégate française a été éclairée. Ça veut dire qu'en fait, s'ils avaient vraiment tiré, elle était coulée. Et donc, ça provoque un conflit entre la France et la Turquie, mais l'OTAN ne fait rien, si ce n'est pour dire de calmer le jeu, etc., mais elle ne fait rien, alors que ce sont deux membres de l'OTAN. Et à ce moment-là, la Turquie, qui est déjà en litige avec la Grèce pour le contrôle de territoires maritimes où on a découvert du pétrole et du gaz, au large de Chypre et au large des côtes grecques, la Turquie qui est au bord de la guerre avec la Grèce. La France, que fait la France? Elle signe un accord de défense avec la Grèce, elle lui vend 29 rafales et elle lui envoie des forces spéciales pour encadrer l'armée grecque. Et là, M. Erdogan se calme. Se calme parce que côté français, il y avait vraiment la volonté d'aller au combat. Hein. Et donc, Erdogan, qui ne comprend que le rapport de force, fait marche arrière. Alors, ça n'empêche pas avec l'Arabie Saoudite, un pays du Golfe Persique, puissance du Golfe Persique, qui déverse des milliards aux frères musulmans. Et on est dans cette contradiction où l'Occident se bat avec des alliés géographiques à cause du pétrole, à cause de telle ou telle matière première, mais en même temps, ces alliés-là le combattent insidieusement à travers le terrorisme et à travers l'islamisme. Donc, alors les bases américaines se sont multipliées. Je ne sais pas, tu veux nous les montrer, Paul? Les bases américaines se sont multipliées. Hein, il n'y a jamais eu autant de bases américaines en Méditerranée. Hein, avant, il y avait Naples, la Corse, et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
et puis je crois l'Égypte, et maintenant vous regardez la carte, voilà. La plus grande base se trouvant d'ailleurs à Doha, au Qatar, et donc vous voyez que, alors à côté des bases américaines terrestres et navales, actuellement les Russes et les Américains essayent d'avoir en Libye des bases navales et des bases terrestres, et négocient les uns avec Tripoli, les autres avec Benghazi. Voilà, donc c'est pas l'Europe qui a des bases militaires, ce sont les Américains, les Russes et les Chinois. Alors, à Djibouti, avant, à Djibouti, vous aviez les Français, et puis 15 ans, 20 ans après, les Américains, dans leur lutte contre le terrorisme, les Américains avaient installé une base militaire à Djibouti, avec leurs forces spéciales qui combattaient, qui traquaient les groupes islamistes du Golfe. Je me rappelle avoir rencontré le général qui avait commandé la bataille de Mogadiscio, dont Ridley Scott avait tiré un film d'ailleurs, et avec une délégation européenne, on avait fait une mission à Djibouti, et on l'a rencontré, et au cours de l'entretien où il y avait l'ambassadeur de France et l'ambassadeur américain, je pose une question à ce général, jeune général d'ailleurs, il doit avoir 48 ans, je lui dis qu'est-ce que vous faites ici dans cette partie de l'Afrique? Et il me regarde et il me dit, en anglais, il me dit catch and kill. Et, donc je lui fais répéter 2 fois, je lui dis, vous faites des prisonniers? Il me dit no prisoner. Comme ça, alors la gueule des 2 ambassadeurs, l'ambassadeur de France après m'a dit évitez de mettre ça dans le rapport, etc. Je lui dis mais je peux rien faire, moi il y a un fonctionnaire qui nous accompagne, il prend note, voilà. Et ça n'a pas fait rire au Parlement européen quand on a fait un rapport de mission. Bon, mais c'était leur job. C'était leur job et ils ont fait un gros travail dans toute la corne de l'Afrique. Les Américains ont fait un travail que les Européens ne faisaient pas. Comme nous, posez-vous la question, lorsque Haftar essaye de prendre Tripoli, donc il prend la capitale du pays tenue par les islamistes depuis 2014, puisqu'à ce moment-là, Haftar, voyant qu'il prenait le pouvoir, avait fui avec 274 hommes pour aller à Benghazi, qui était sa ville natale, et qui était tenue par Al-Qaïda, et il a fallu 3 ans pour prendre le contrôle 3 ans pour prendre le contrôle de Benghazi. Moi, j'y étais en 2017, il y avait encore un tiers de la ville qui était contrôlée par Al-Qaïda, et avec des combats, maison par maison, immeuble par immeuble, parce que pour éviter de faire des victimes civiles, ils nettoyaient morceau par morceau. Et donc, quand Haftar part conquérir, et qu'on sait que la Turquie sauve Tripoli, c'est elle qui emmène les armes, les hommes, comme je vous l'ai expliqué, et donc à ce moment-là, pourquoi l'Europe ne fait rien? Pourquoi l'OTAN ne fait rien? Sachant que non seulement Tripoli est tenue par les islamistes, mais ce sont les islamistes qui organisent tous les trafics. Les trafics classiques de prostituées, d'armes, etc., mais surtout trafic de migrants. À ce moment-là, il y a près de 200 000 migrants en Libye, dans des camps financés par l'Union européenne. On va y revenir sur le financement de l'Union européenne pour la Turquie et la Libye. Financés, donc on donne de l'argent aux milices, qui le détournent à leur profit. Quand on voit les conditions dans lesquelles vivaient les migrants dans ces camps, qui sont des conditions indignes, précisées et notées par la Croix-Rouge et par toutes les ONG qui ont travaillé dans ces camps. Et donc on finance, on sait où ils sont, et on est incapable de monter une opération pour aller mettre fin à ce drame migratoire, prendre le contrôle de ces camps, répertorier les populations qui y sont, organiser le retour, même avec des bourses éventuellement, organiser le retour dans les pays d'origine et mettre fin à ces traversées de la Méditerranée qui ont fait en quelques années 25 000 morts, 25 000 noyés. Alors, la Turquie est concernée aussi, puisque, je vais en parler dans les propos migratoires, mais parlons-en maintenant. La Turquie, qui voit passer tous les flux migratoires de Syrie, d'Afghanistan, d'Égypte, etc., la Turquie, qu'est-ce qu'elle fait? À un moment donné, elle négocie un pacte migratoire avec l'Union européenne. En échange de 6 milliards
d'euros sur 5 ans, on lui dit d'organiser des camps de réfugiés sur son territoire. Elle les organise, mais bon, ça ne lui a pas coûté 6 milliards, probablement. Même si les réfugiés, les migrants lui coûtaient de l'argent par ailleurs. Mais Erdogan en fait une arme politique de pression sur l'Union européenne. Rappelez-vous, quand il menace, il envoie à la frontière grecque des milliers de migrants acheminés par bus, par car, pour essayer de passer, parce que l'Union européenne ne fait pas ce qu'il veut. Et donc, cette arme politique, qui est toujours dans le double jeu d'ailleurs, hein, j'appartiens à l'OTAN, mais je ne fais pas de cadeau à l'Union européenne, laquelle ne m'a toujours pas permis de faire mon entrée parmi les 27 pays qui la composent. Et donc, on est confronté à cette aberration. En 2016, 800 000 migrants tentent de passer de la frontière turque à la frontière grecque, entre les deux pays. 800 000. Alors, ils sont repoussés par 800 000 en 2 mois. Hein. Ils sont repoussés par les... Mais ça montre l'intensité et l'importance du drame humain que représente la migration. Hein, c'est quelque chose sur lequel on n'a jamais voulu se pencher, à tort, hein, mais quand on regarde les flux migratoires, certains ont la bêtise de penser qu'ils vont cesser, sachant qu'en Afrique, vous aurez, en 2050, 2,4 milliards d'habitants, c'est-à-dire le double d'aujourd'hui. Ça laisse présager, et toutes les études le montrent, que ce n'est pas quelques milliers, centaines de mille de migrants qui vont venir, c'est 100 millions de migrants qui vont venir. D'où le problème qui se pose dans la crise migratoire sur comment la résoudre. Hein, tout a échoué jusqu'à présent. Ce n'est pas parce qu'on fait Frontex, même si maintenant on le fait peut-être mieux qu'avant, et qu'on met des moyens sur Frontex, etc., et qu'on barricade nos frontières, et les frontières de l'Union européenne, ce n'est pas avec ça qu'on va régler le problème. Pour régler le problème, il faut le régler en Afrique. Et pour le régler en Afrique, il faut changer de politique de développement. C'est tout. L'Union européenne met des milliards en Afrique, mais elle les met n'importe comment. Elle a un guichet financier qui distribue l'argent par pays, suivant des conditions pour chaque pays, et avec des sommes différentes suivant la population de ces pays. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, il peut se résoudre de la façon suivante. Il faut fixer les populations, c'est-à-dire faire que les jeunes n'aient plus envie de quitter ces pays-là, hein, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre normalement. Hein, la seule façon, c'est de développer ces pays-là. Pour les développer, c'est très simple. Il y a un exemple actuellement extraordinaire en Afrique, c'est le Bénin. Le Bénin, en 7 ans, est devenu la référence du développement dans le monde africain. Pourquoi ? Parce qu'un président et un premier ministre qui étaient un peu plus compétents que les autres ont décidé, de développer leur agriculture. En développant leur agriculture, ils sont devenus autosuffisants, donc ils ont arrêté les importations alimentaires. Et deuxièmement, ils ont commencé à industrialiser leur pays. Et pour bien l'industrialiser, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des dizaines de lycées, de lycées techniques, former leur jeunesse, formation professionnelle de leur jeunesse. Pour industrialiser les matières premières qu'ils ont, les produits qu'ils ont, même tirés de l'agriculture, les transformer sur place, qui est le cercle vertueux de la richesse, et avant de l'exporter. Et ce pays est à 6% de croissance, et le FMI annonce qu'il sera à 6% de croissance pendant encore 10 ans. Donc, et tout ça en 7 ans. Ça prouve bien que et les Béninois, qui avant étaient des gens qui venaient aussi en Europe, et qui peuplaient comme infirmiers, sages-femmes, etc., nos hôpitaux, heureusement qu'on les avait, aujourd'hui, ils restent dans leur pays et ils travaillent dans leur pays. Et donc, fixer les populations par le développement. Tant qu'on ne fera pas ça, on aura des milliers et des centaines de milliers de migrants. Voilà. Comme ça a toujours existé d'ailleurs à travers l'histoire de l'humanité. Hein. Nous sommes tous des peuples de migration. On peut raconter ce qu'on veut, hein, et les plus imbéciles racontent n'importe quoi, mais la France elle-même est un pays qui a été construit par les migrations. Hein, un peuple d'origine et les migrations. Hein, et ne serait-ce que pour prendre un exemple plus petit, Paris et la région parisienne ont été peuplés et développés par quoi ? Les Bretons, les Auvergnats, les Corses. Donc les phénomènes de migration interne existent autant que les phénomènes de migration extérieure. Alors, après les enjeux
militaire et migratoire, les enjeux économiques. L'explosion de la mondialisation a renforcé le rôle du lien économique de la Méditerranée qui relie le continent européen aux énergies du Golfe Persique et aux produits fabriqués en Asie. Donc, avec la mondialisation, le canal de Suez a pris une dimension encore plus importante. D'ailleurs, il y a encore actuellement des travaux en cours pour son élargissement. Voilà. 10% du trafic maritime mondial passe par le canal de Suez. 30% du trafic pétrolier passe par le canal de Suez. C'est dire l'enjeu stratégique qu'il représente. Et cette ligne de vie, en plus, reste essentielle pour des pays enclavés, pas seulement pour les pays riverains, mais pour les pays enclavés du bassin méditerranéen. La Russie dépend elle aussi du canal de Suez, du trafic maritime de la Méditerranée. 30% de son trafic maritime passe par le Bosphore. Et on l'a vu là, avec la crise ukrainienne, toutes les exportations de céréales, qu'elles soient russes d'ailleurs ou ukrainiennes, passaient par le Bosphore. Et ça fait l'accord sous l'égide de l'ONU, d'un accord d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine. Et la Turquie, puisque c'est la Turquie qui commande le passage. Alors cette mer est aussi une source de richesse. Il ne faut pas oublier qu'en dehors de ce que je viens de dire, le tourisme est une source de richesse dans tout le bassin méditerranéen. Le commerce aussi il est. Et alors la découverte de gisements de pétrole et de gaz très importants au large de la Grèce et de Chypre, mais aussi au large du Liban, d'Israël et de Gaza, sont des enjeux là, du futur très importants. Et en même temps pour l'Europe aussi, parce qu'au lieu d'aller chercher le pétrole dans le Golfe Persique ou encore plus loin, on l'aura à proximité. Donc l'enjeu est très important. Et il y a l'eau, on ne parle jamais de l'eau. La plus grande nappe d'eau douce du monde, elle est en Libye. Elle a été découverte en 1953, alors Kadhafi avait promis de la développer, etc., et avec pensé et pouvait irriguer le Maghreb et une partie de l'Afrique. Cette source qui est entre 500 et 800 mètres de profondeur, sur 2 millions de kilomètres carrés, 2 millions de kilomètres carrés, représente 500 fois le débit du Nil et 500 fois le débit du Nil. Et donc c'est un enjeu important, d'autant que quand on parle d'enjeu, on doit parler d'enjeu climatique. Il est évident que l'enjeu climatique du bassin de la Méditerranée, ça va être que des pays aujourd'hui ensoleillés risquent de devenir désertiques. Et donc l'eau va jouer un rôle, elle joue déjà un rôle important, mais elle va jouer un rôle encore plus fondamental. Et personne à NER ne s'en préoccupait vraiment. Je parle au niveau de l'Union européenne. Hein. Alors l'enjeu climatique, c'est que le désert va gagner en importance, va se développer, et donc on va avoir des déplacements de population énormes. Quand vous faites le lien entre la démographie future de l'Afrique et ce qui risque de se passer avec l'enjeu climatique, vous voyez un peu les déplacements de population, ce seront des millions d'individus, et pas 10 000, 100 000 personnes. Alors, quand on fait ce tableau, il n'est guère réjouissant, mais c'est la réalité. Et il vaut mieux regarder les réalités en face que se les cacher. L'Union européenne a tenté plusieurs fois d'organiser la Méditerranée. Alors, il y a eu, dès les années 90, 91, il y a eu des tentatives d'union pour la Méditerranée, mais qui étaient ambitieuses, mais qui ont avorté. La Commission européenne, en 1995, a relancé une forte ambition pour la Méditerranée, avec la conférence de Barcelone, mais après les batailles entre Allemands et Français, à l'époque de Sarkozy, ont fait que tout ça n'a pas tourné comme il fallait. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé d'organiser la Méditerranée en partant sur la base politique. Or, il y avait trop d'antagonisme, trop de conflits. Pour que ça réussisse, c'était évident que ça ne pouvait pas marcher. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste de cette partie du monde pour savoir que ça irait à l'échec. Et ça a été à l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui,
parce qu'il faut parler de solutions. Aujourd'hui, il faut que l'Union européenne relance l'union économique de la Méditerranée. C'est par l'économie qu'on peut faire l'union économique. C'est-à-dire en prenant en compte les intérêts de chaque pays, en essayant de les associer, etc. Mais c'est par le biais, comme on l'a fait pour l'Union européenne. Rappelez-vous, l'Europe, elle est née de quoi? Elle est née du charbon. On a commencé par le charbon, pour mettre fin au contentieux franco-allemand. Et à partir de là, après, on a fait l'Europe politique. Et là, pour la Méditerranée, il faut faire la même chose. Union économique, et ça permettra ensuite, quand les gens gèrent des intérêts communs, quand ils ont une communauté de destin à travers l'économie, ils vont plus naturellement vers le politique. Mais il y a un préalable. On ne pourra rien faire, et pas d'union économique, si on ne règle pas le problème israélo-palestinien. Tant que vous ne réglez pas ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça fait 70 ans que ça dure, et ça durera encore 70 ans. Alors, il y en a qui s'y complaisent, M. Netanyahou, probablement, nous savons tous que son intérêt, c'est la guerre, parce que le jour où il n'y a plus la guerre, il va peut-être dans la casse-prison, donc voilà. Et c'est fou, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux conflits. Un en Méditerranée, l'autre en Europe centrale, en Europe de l'Est, l'Ukraine. Et vous apercevez que Zelensky aussi, quel que soit son courage et ses qualités, aujourd'hui, si la guerre s'arrête, il ne sera plus au pouvoir probablement. Donc vous avez deux guerres qui sont menées, enfin c'est Poutine qui a mené la guerre, c'est pas l'Ukraine, mais deux guerres qui sont aujourd'hui d'actualité et pour lesquelles les deux personnages centraux qui permettraient d'y mettre fin, peut-être, à travers une négociation, et on y viendra, je pense, n'y ont aucun intérêt. Et alors, Israël-Hamas. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des solutions internationales, diplomatiques, mais quand même, quand on regarde ce conflit, on voit bien qu'aujourd'hui, Israël a gagné sa guerre contre le Hamas, en partie, en tout cas largement, puisqu'elle occupe complètement Gaza, qu'elle nettoie Gaza, etc. Mais est-ce que ça mettra fin au Hamas? Probablement pas. Nous avons mis fin à l'État islamique dans la zone irako-syrienne. Est-ce que l'islamisme a disparu? Est-ce que l'État islamique a disparu? Non, il est en Afrique aujourd'hui et il rogne complètement le continent africain. Donc le Hamas succédera à un super Hamas et on n'en finira jamais. On sera dans la guerre éternelle. Donc Israël étant en position de force aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de négocier à travers la libération des otages une trêve durable qui permet d'organiser une conférence internationale et qu'on en arrive quand même, c'est pas si compliqué que ça, qu'on en arrive quand même à un accord entre les deux parties, sachant qu'aucune solution ne sera trouvée en dehors des deux États. Il faut deux États, l'État d'Israël tel qu'il est et un État palestinien à côté. Voilà, et quitte à ce que la Cisjordanie soit un peu agrandie et qu'on oublie Gaza, et que les populations de Gaza soient emmenées, comme Gaza est détruite de toute façon et qu'il faut le reconstruire, entre aller vivre en Cisjordanie et attendre qu'on ait reconstruit Gaza, autant dépasser les populations. Et donc, je pense qu'un accord de ce type, sous garantie de l'ONU et des États-Unis, et de la Russie, et de la Chine, pourquoi pas, permettrait, alors que c'est devenu aujourd'hui une confrontation entre l'Iran et les États-Unis, dont Israël est le point central, puisqu'aujourd'hui le principal adversaire d'Israël, à terme, c'est l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran, et j'en ai pas parlé avant, mais l'Iran est le grand parrain. Autant l'Arabie Saoudite est le parrain des frères musulmans, l'Iran est le parrain de tous les mouvements islamistes. Et donc les finances, le Liban qui est parti en déliquescence totale est tenu par le Hezbollah, et donc le pays le plus exemplaire dans le multiconfessionnel qui était le Liban est devenu aujourd'hui un pays sous la botte de l'Iran via le Hezbollah. Et donc l'Iran a intérêt à tout déstabiliser. Mais qu'est-ce qui empêcherait demain un accord américano-iranien? Pourquoi? Parce que les deux pays, leur politique étrangère est soumise à des problèmes de politique intérieure. Les États-Unis, où une majorité de la population veut qu'on retourne à l'isolationnisme, et ce que Trump nous promet de façon à coup de gros mots depuis quelques jours,
hein, en disant même aux Européens qu'il va dire à Poutine de ne pas se gêner pour nous envahir, puisqu'on ne paye pas les 2% de notre PIB pour la défense. C'est absurde, c'est absurde. Mais bon, l'absurdie, il y a longtemps qu'on y est dans les démocraties occidentales, hein, je vous signale. D'ailleurs, une des conclusions de mon propos, c'est que le monde occidental a péché par orgueil en croyant qu'il avait le modèle le plus remarquable du monde et sans s'apercevoir qu'en fait c'était le moins mauvais et qu'il a voulu l'imposer aux autres et qu'en voulant l'imposer aux autres, que ce soit d'ailleurs l'Afrique, que ce soit le Moyen-Orient, les pays arabes, que ce soit les pays d'Europe centrale, etc., ben, il a dressé contre lui des populations, des opinions publiques. Aujourd'hui, vous faites un sondage mondial, vous allez voir, aujourd'hui, les États-Unis, le Canada, l'Europe se retrouvent bien seuls. Bien seuls. On est en train de le vérifier à l'ONU de plus en plus à travers les votes sur l'affaire ukrainienne, ou même on voit basculer le continent africain. Donc, ce que nous vivons actuellement marque une bascule du monde. Une bascule du monde qui a été dominée par les Occidentaux depuis 1945 et qui l'est de moins en moins. Et avec la montée en puissance de la Chine et la montée en puissance des BRICS. Quand vous regardez la réunion des pays qui forment les BRICS actuellement, ça représente près de 5 milliards d'habitants de la planète. Donc c'est les 2/3 de la population de la planète. Donc c'est un poids démographique, un poids économique et un poids politique terrible. Et donc nous sommes bien seuls. Et l'Amérique voudrait que nous soyons encore plus seuls. Donc ça présage de temps difficiles, comme on dit. Alors, je vous disais ça pour parler de l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, elle a un problème, c'est sa population, sa jeunesse. L'Iran, il faut que les sanctions s'arrêtent, parce qu'elle s'appauvrit à cause des sanctions américaines et occidentales. Et donc l'Iran a intérêt, les mollahs ont intérêt à ce qu'un accord soit trouvé avec les Américains sur le nucléaire et sur la levée des sanctions, etc. Alors, est-ce que ça rendra plus sages les mollahs et est-ce que ça va aider à les pacifier et à rentrer un peu dans le... Bon, c'est un autre débat, mais il faut... Toutes les guerres se sont terminées par des accords de paix. Là, c'est extraordinaire. On a plein de conflits et on n'a aucun accord de paix. Israël, il faut remonter à l'Égypte et la Jordanie, quand ils ont signé leur accord de paix à l'époque d'Al-Sadat et de Hussein. Bon, voilà. Sinon, depuis, plus rien s'est passé. Alors, il y avait les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, bon, c'est très bien, mais justement, il faut mettre autour d'une table les pays qui avaient signé les accords d'Abraham avec Israël, plus les États-Unis, plus l'Égypte, plus la Jordanie et plus l'Union européenne. Et on peut arriver à un traité de paix avec un traité de paix qui prenne en compte la sécurité d'Israël, qui protège Israël, et en même temps le développement de... Vous savez, imaginez le jour où il y a un État palestinien à côté de l'État israélien, imaginez le commerce et le développement de la région. Il va être remarquable. Pourquoi ? Parce qu'Israël est devenu une start-up mondiale, et donc si elle le met au service des pays arabes, comme elle avait fait un temps, ou comme elle compte le faire avec les pays qui ont signé les accords d'Abraham, ça va provoquer un développement remarquable et profitable à tous les pays et à la région. Voilà. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire que en conclusion, je citerai simplement une phrase de M. Amin Malouf, qui est maintenant secrétaire général de l'Académie française, qui avait dit, parlant de l'affrontement planétaire que nous vivons, cet affrontement planétaire vers lequel nous marchons comme des somnambules. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, tant qu'il n'y a pas de vraie volonté politique de changer l'ordre des choses, nous allons à terme à un conflit généralisé. Voilà. Et la Méditerranée en est aussi, c'est pas le seul endroit, hein, puisqu'il y a la Chine avec Taïwan, il y a l'Ukraine avec la Russie, et il y a Gaza. Voilà. Ben, ces trois conflits peuvent à terme nous conduire à un affrontement planétaire. D'autant que, et je termine là-dessus, la doctrine russe, nucléaire russe, a évolué.
à cause de la guerre en Ukraine, la Russie maintenant dit que dans la doctrine nucléaire, on peut envisager des frappes tactiques. Alors les frappes tactiques, ça veut dire qu'on envisage l'usage du nucléaire, alors que par définition, le nucléaire, c'était la dissuasion. C'est-à-dire on évite de frapper parce qu'on sait qu'on va se détruire les uns les autres. Là, non, on fait des petites frappes. Une frappe sur une ville, bon, on tue peut-être 50 000, 100 000, 200 000 habitants, 1 million d'habitants, mais c'est un avertissement suffisant pour que l'autre comprenne qu'il doit se mettre à une table de négociation. Et donc, cette évolution de la doctrine nucléaire russe devrait nous interpeller profondément. Et on n'a pas l'impression qu'on le voit. Voilà. Alors, tu as bien fait, tu as bien fait. Merci. C'est vrai qu'il y a les questions.